Il y a 16 siècles, il y avait un prince Pallava. 9 ans, il a attendu. Il s'est lui-même coupé le bras gauche. C'est de là que vient le désormais célèbre Namasté à une main. Encore aujourd'hui, cette école existe. Il y a environ 15 siècles, il y avait un prince Pallava. Il est devenu moine. Il est immergé dans ce qu'il fait. Selon les souhaits de son gourou, qui lui a dit « va au nord et réponds ceci », il est allé au nord, suffisamment au nord pour arriver en Chine. Quand il est allé là, la nouvelle s'est répandue que le disciple de Bouddha, ou quelqu'un qui est sur cette voie, profondément immergé, vient par ici. Donc l'empereur Wu, qui avait cette aspiration toute sa vie, qui avait construit des salles de méditation, des jardins, tout était prêt, et qui avait traduit tous les enseignements bouddhistes dans la langue locale, tenait le tout prêt pour l'arrivée du maître. Maintenant, quand il arrive, l'empereur Wu a alors plus de 72 ans. Il se rend à la frontière de son royaume pour accueillir Bodhidharma. Bodhidharma n'est pas impressionné. Bien sûr, il avait besoin de repos et de nourriture, mais il n'est pas impressionné par la grandeur de l'accueil. Mais il reçoit l'accueil et s'assoit, et à l'instant où il s'installe, l'empereur Wu dit « Puis-je vous poser une question ?» Bodhidharma dit « Absolument, question. » Donc il demande « J'ai construit plein de salles de méditation, j'ai préparé beaucoup de jardins et beaucoup de traductions, j'ai tout fait pour répandre le message de Bouddha dans cette partie du monde. Vais-je obtenir Nibbana? Nibbana veut dire nirvana ou mukti, ou éveil. Bodhidharma le regarde, le fixe avec ses grands yeux, et dit, « Quoi? Vous? Nibbana? Vous allez brûler dans l'enfer le plus bas. » Quelqu'un vient de vous accueillir, vous donne tout, vous donne à manger, et maintenant il dit ça? Il dit, il n'y a aucune chance pour vous. Parce que le fait même que pendant que vous faites toutes ces choses, vous tenez des comptes sur combien de choses vous avez faites dans votre vie, vous n'irez nulle part, et il s'en va. Les gens ont essayé de le retenir de bien des façons, il est simplement parti. Il est allé près d'un temple Shaolin, mais il n'est pas entré dans le temple. Il est allé s'asseoir dans une grotte à proximité. Donc, quand Bodhidharma est allé s'installer dans la grotte, le général Shen l'a suivi. Il veut être son disciple parce qu'il a entendu dire que Bodhidharma est un expert en Kalari, un maître du Kalari. Mais Bodhidharma ne dit pas un mot. 9 ans, il a attendu. Puis Bodhidharma sort et entre dans le temple. Le général Shen le suit, le suppliant, « S'il vous plaît, prenez-moi comme disciple. » Bodhidharma dit, « Ça n'aura lieu que quand la neige deviendra rouge. » Donc le général Shen, dans un élan de courage et de sacrifice, se coupe le bras gauche et le remue autour de lui. Et toute la neige autour est couverte de son sang, qui se fige dans la neige. Bodhidharma regarde ça et il ne peut plus le repousser à présent. Il le prend comme disciple. Le général Shen s'est formé au Kalari. Il est devenu un maître à sa façon. C'est de là que vient le désormais célèbre Namasté à une main.
Encore aujourd'hui, ils le font. Ça vient du général Shen, qui n'avait qu'un bras. Il faisait son namasté comme ça. Le Kalari est considéré comme la mère de tous les arts martiaux. Agastya Muni a créé ce Kalari comme une forme d'art, pour que les yogis et les sadhakas puissent se défendre contre les animaux sauvages. C'est d'ici que les arts martiaux sont arrivés en Chine, quand Bodhidharma a voyagé et a créé cette première école de Shaolin. Encore aujourd'hui, cette école existe et se porte encore bien. Ils ont fait plusieurs modifications, mais les fondamentaux viennent du Kalari. Ce n'est pas essentiellement un processus de combat, tel que les autres arts martiaux le sont devenus. C'est essentiellement une discipline, une sorte de version exubérante des pratiques yogiques, utilisant le corps de bien des façons, ce qui approfondit aussi la compréhension de sa propre fabrication physique et psychologique, ainsi que du système énergétique. Ma grand-mère, la mère de mon père, est morte à 22 ans. Elle a eu la tuberculose. Les gens pensaient que si vous viviez en haut d'une colline, vous pouviez recouvrer la santé. En l'espace de 8 mois, elle est décédée. La pénicilline aurait sauvé plus de 200 millions de vies en une cinquantaine d'années. Tyrannie veut dire que vous avez de la considération pour aucune autre vie à part la vôtre. Ce que les sols vous ont donné, ce n'est pas juste de la nourriture. Vos corps, ce sont les sols. Ces vêtements, ce sont les sols. Les sols sont tout ici, n'est-ce pas? Tout et chaque chose. Eh bien, ces sols sales ont aussi été vos médicaments. Le premier antibiotique, qu'on appelle pénicilline, provient d'un champignon des sols. On estime que l'arrivée de la pénicilline aurait sauvé plus de 200 millions de vies en une cinquantaine d'années. Elle vient des sols. La streptomycine, sans laquelle des millions de personnes seraient mortes de la tuberculose, ma grand-mère, la mère de mon père, est morte à 22 ans. Quand mon père avait à peine 4 ans ou un peu plus de 4 ans. Elle a eu la tuberculose. Sa famille était riche, mais il n'y avait pas de traitement. Donc, ils lui ont construit une petite maison au sommet d'une petite colline. Parce que les gens croyaient que si vous viviez au sommet d'une colline, si vous respiriez de l'air pur, vous pouviez recouvrer la santé. Donc ils l'ont mise là, et elle était de plus en plus mal. En l'espace de 8 mois, elle est décédée. C'était le processus normal pour les générations précédentes. Cette pénicilline et cette streptomycine, ensemble, auraient pu sauver quelque chose comme 400 à 500 millions de vies en une génération. Tout cela provient des sols. Et il y a tout un tas d'autres choses. Pourquoi y aller séparément? Juste tout ce que vous connaissez comme vie, tout ce que vous connaissez comme matière que vous utilisez, provient des sols, oui ou non? Le moment est venu où, si on ne s'en occupe pas, ça peut nous exploser à la figure. On n'est plus à l'heure des peut-être, nulle part. Ça va nous exploser à la figure. Si on ne fait pas un sérieux effort pour renverser la situation, ça va nous exploser à la figure. Le mot yoga veut dire cela, la spiritualité veut dire cela. Votre expérience de la vie n'est pas limitée aux frontières de votre corps. Si c'était le cas, si c'était le cas pour tous les êtres humains, comment pourriez-vous ne pas entendre le cri terrible de la terre?
La terre crie. Je me suis assis pendant des heures et des jours dans des forêts. Pas en étant juste en vie, mais drogué, intoxiqué, ivre de vie. Parce que la vie bourdonne avec exubérance. La plupart de la vie, vous ne la verrez pas. Mais de la même façon, quand vous parcourez diverses autres parties du monde, la terre hurle de douleur. Ce n'est pas quelque chose que vous imaginez dans votre tête. La vie hurle. Un boucher qui découpe de gros animaux, il n'entend pas le cri de l'animal. Allô? Il y a beaucoup de gens qui tuent d'autres êtres humains. Ils n'entendent pas les cris et la douleur de ces gens. Ceux qui violent et assassinent, vous pensez qu'ils entendent les cris? Ça n'atteint pas. Peut-être que l'oreille a entendu, mais ça ne va nulle part. Donc, un boucher qui abat des animaux, il n'entend pas le cri des animaux. Celui qui coupe les arbres et n'importe quoi d'autre, d'autres choses vivantes, il n'entend pas leur cri. De même, celui qui est occupé à détruire la vie invisible, il ne l'entend pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Donc, nous sommes à un moment crucial. Si vous faites les choses comme il faut, dans les 10 à 15 prochaines années, vous allez avoir la satisfaction de voir quelque chose d'important avoir lieu. Ça ne sera pas un feu d'artifice, ça va avoir lieu en silence. Ça va avoir lieu très doucement. Vous devez comprendre ça. Même quand des événements majeurs avaient lieu, disons quand la lutte pour la liberté de l'Inde avait lieu, le pays et le peuple ont été exploités de la pire des façons. Les gens étaient traités comme des chiens. Partout en Inde, des panneaux disaient « Interdit aux Indiens et aux chiens ». Dans la plupart des endroits, les restaurants, les clubs, tous les endroits importants. Et si vous alliez dans n'importe quel bureau, vous pouviez être n'importe qui. Vous pouviez être riche, vous pouviez être instruit. Mais si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, vous aviez besoin d'une autorisation du gouvernement pour pouvoir vous asseoir sur la chaise. Sinon, vous deviez vous asseoir par terre. Vous deviez avoir un permis imprimé. Sinon, vous ne pouviez pas vous asseoir sur une chaise, même en étant maltraité de la sorte. Seulement environ 20% des gens se sont battus pour la liberté. Les autres 80%, de toute façon, quelqu'un se bat. Serez-vous ces 80%, je vous demande? Non. Quand les choses doivent être faites, vous devez vous lever et les faire. En Canada, il y a un dicton. Ça veut dire que si quelqu'un est mort, il y a un cadavre qui doit être porté. En Inde, il vous faut toujours 4 personnes pour porter un cadavre. C'est un signe de respect, au moins 4 personnes pour le porter. Quand 4 personnes portent, il y a un gars qui ne porte pas de poids, qui fait juste comme ça. Êtes-vous cette personne? S'il vous plaît, ne soyez pas celui-là parce que vous allez mourir insatisfait de votre vie. Peu importe. Le poids supplémentaire, c'est difficile, mais c'est gratifiant de ne pas être ce gars qui fuit cette chose. Ne soyez pas comme ça. En tant que génération, on ne devrait pas être comme ça. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir le genre de monde dans lequel on veut vivre. Sinon, on va vivre dans un monde créé par des tyrans de toutes sortes. Ne pensez pas seulement à Adolf Hitler, Mussolini, un tel ou un tel. Les tyrans sont partout. Ça peut prendre la forme d'une industrie, ça peut prendre la forme d'un leader politique, ça peut prendre votre forme à vous, qui sait? Tyrannie veut dire que vous avez de la considération pour aucune autre vie à part pour la vôtre. C'est ça la tyrannie, n'est-ce pas? Allô?
Tyrannie ne veut pas dire que vous êtes un dictateur dans un pays. Je ne pense pas que la plupart d'entre vous aient la capacité d'être un dictateur. Ce n'est pas facile. Tyrannie veut simplement dire que vous ne vous souciez d'aucune autre vie à part la vôtre. C'est ça la tyrannie. Je veux que vous fassiez quelque chose, pas seulement pendant ces 100 jours, pour que ce mouvement ait lieu. Ce n'est pas ce que je demande. Je vous demande de devenir une vie sensible, parce que sans sensibilité, il n'y a pas de vie. C'est tout le sujet. Être humain veut dire beaucoup de possibilités. Le plus haut niveau de sensibilité, si vous n'en faites pas preuve, alors votre humanité est remise en question. Il ne s'agit pas du mouvement « Sauvons les sols ». Votre humanité est remise en question. À coup sûr, votre spiritualité, un grand point d'interrogation. Parce que si vous ne ressentez rien, comment est-ce que cela va fonctionner? Je ne ressens des choses que pour celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes limites sont fixées, n'est-ce pas? Mes limites sont fixées comme un bloc de béton, rien au-delà. Ne devenez pas comme ça. C'est une grande opportunité pour vous de devenir un peu plus conscient que ce que vous êtes là maintenant. Yoga pour le succès. Les pratiques du cou. Les systèmes neurologiques et énergétiques se ramifient tous deux considérablement entre les omoplates et au-dessus. Donc maintenir la région du cou en bon état est très important. En 3 à 4 minutes de ces pratiques pour le cou, vous verrez distinctement que vous êtes beaucoup plus alerte et la léthargie du corps disparaîtra. Il y a un niveau de régénération neuronale plus élevé. L'acuité mémorielle et intellectuelle est aussi améliorée. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silence ou éteint. Il est conseillé de ne pas faire la pratique avec l'estomac plein ou immédiatement après un repas. Veuillez vous asseoir avec la colonne vertébrale droite de manière confortable, les mains non croisées et les paumes ouvertes. Ces conditions vous prépareront à être dans un état de réceptivité accrue et à retirer les plus grands bénéfices des pratiques. Ces pratiques sont très sûres et simples et peuvent être faites par n'importe qui. Les pratiques que nous allons apprendre ici peuvent être faites par toute personne âgée de 7 ans et plus. Si vous portez des lunettes, pendant la pratique du yoga, veuillez les enlever et les garder près de vous. Maintenant, nous allons faire un certain ensemble de pratiques pour le cou. Cela vous aidera à détendre les muscles tendus dans la région du cou et des épaules. Nous allons maintenant regarder les 3 premières pratiques pour le cou. Observez s'il vous plaît. Tenez-vous debout avec vos pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et vos épaules relâchées et détendues. Assurez-vous que votre cou est souple comme une corde. Aucune raideur d'aucune sorte. Les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, abaissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, remontez doucement votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, abaissez votre tête sur votre poitrine. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons voir la deuxième pratique pour le cou. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Et maintenant, nous allons voir la troisième pratique pour le cou.
En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers votre épaule droite, jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche, jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire 3 cycles des 3 premières pratiques pour le coup. S'il vous plaît, levez-vous. Mettez-vous debout avec vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et épaules relâchés et détendus. Les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, abaissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, doucement montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, descendez votre tête sur votre poitrine. Deuxième cycle. À nouveau en inspirant, montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, redescendez-la. Troisième cycle. Assurez-vous que vos épaules sont relâchées, sans tension d'aucune sorte. Maintenant pour la deuxième pratique, venez en position de départ. Votre tête devrait être droite, les yeux fermés. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche. En expirant, ramenez-la au centre. Deuxième cycle, à droite. À gauche. Troisième cycle. Faites-le doucement. Vous pouvez même maintenir l'étirement pour un moment. Et puis revenir. Revenez en position de départ. Maintenant, nous allons faire la troisième pratique du coup. À nouveau, votre tête est droite, les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la. Deuxième cycle. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la. Veuillez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons apprendre les quatrième et cinquième pratiques pour le coup. À nouveau, vos pieds sont écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre.
les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, lentement et doucement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Et pour la 5e et dernière pratique pour le coup, faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire les 4e et 5e pratiques du coup ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. Vérifiez que vos pieds sont parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, lentement et doucement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Faites un tour complet. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Nous allons faire 2 autres cycles. 2e cycle. Faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. Assurez-vous que la partie supérieure de votre corps reste immobile pendant que vous faites tourner la tête. Changez de direction et faites une rotation vers l'épaule gauche. Troisième cycle. Faites-le lentement avec la respiration. Et maintenant, nous allons faire la 5e pratique pour le coup ensemble. Votre tête est droite, le haut du corps détendu, les yeux fermés. Faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci 3 fois. Quand vous avez terminé, veuillez vous asseoir confortablement. Pour réussir dans le monde, 2 qualités fondamentales sont que vous devez être capable d'exploiter les prouesses de votre mental et de votre corps.
En yoga, on voit un être humain comme étant composé de 5 enveloppes ou 5 couches de corps. Elles s'appellent Annamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha et Anandamaya Kosha. Traduit en anglais, ça voudrait dire... Annamaya Kosha veut dire corps de nourriture. Le corps physique que vous avez, n'est que l'accumulation de la nourriture que vous avez mangée. C'est quelque chose que vous accumulez. Manomaya Kosha veut dire une couche d'intelligence qui est capable d'accumuler des connaissances. Mais il y a une couche d'intelligence. Elle n'est pas ici ou là, quelque part. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Oui ou non? Donc, l'intelligence est partout. L'accumulation de connaissances est partout. Quand je dis ça, les gens pensent toujours, en général, l'idée c'est que la mémoire est toujours dans votre tête. Non, non, non. Votre corps a 1 million de fois plus de mémoire que votre mental. Là, tout de suite, le nez de votre arrière-grand-père est planté sur votre visage, parce que quelque chose dans le corps se souvient, n'est-ce pas? Oui ou non? Il y a 1 million d'années, à quoi ressemblaient vos ancêtres? Sans le savoir, vos cheveux sont encore comme ça, la texture de votre peau est comme ça, votre teint est comme ça. Votre corps se souvient. Votre corps se souvient d'1 million de fois plus que votre mental ne peut imaginer. Donc, à la fois en termes d'intelligence, là tout de suite, ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps, pouvez-vous logiquement, mentalement ou intellectuellement déchiffrer ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps? Une molécule d'ADN, il se passe trop de choses pour le savoir. Donc, l'intelligence et la mémoire dans le corps sont bien au-delà de ce qui a lieu dans la boîte osseuse que vous appelez votre tête. C'est juste que cette partie de votre intelligence peut générer des pensées. Et comme vous êtes devenu très attaché à votre pensée, vous pensez que l'intelligence ne vient que de là. Non. Ceci exude bien plus d'intelligence que ce que votre cerveau pourra jamais concevoir. Cela est la science du yoga. Une de ces dimensions, permettez-moi de parler d'un tout petit aspect de cela. Essentiellement, l'un des aspects du yoga est de comprendre la géométrie de l'existence. Quand je dis la géométrie de l'existence, par exemple, ce système solaire fonctionne comme il fonctionne. Une chose, c'est que toute cette vie, y compris vous-même, vous marchez tous à l'énergie solaire, n'est-ce pas? Toute la vie sur cette planète marche à l'énergie solaire, n'est-ce pas? Vous savez, il y a environ 6 semaines, j'étais dans un hélicoptère ouvert. On était à environ 1500 mètres. Tout le monde sait que tous les 1000 mètres, la température baisse de temps, donc vous vous y préparez avant de partir. Mais soudain, il s'est mis à faire extrêmement froid. Tellement froid qu'on a dû descendre. Donc on discutait juste du fait que, comme ça s'est couvert, soudain il s'est mis à faire si froid qu'on n'a simplement pas pu rester là. Donc on se demandait, si le soleil disparaît, combien de temps ça prendrait avant que la Terre ne gèle? Dans nos calculs, on s'est dit peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Puis quand je suis descendu, j'ai vérifié. En 18 heures, tous les océans de la planète seront durs comme de la glace. Ils seront devenus de la glace solide en seulement 18 heures. Donc, vous savez clairement que le Soleil est la source énergétique de base. Tout sur cette planète est alimenté à l'énergie solaire. Donc, la géométrie du Soleil, de la planète, de la Lune et des autres planètes a un rôle à jouer dans tout ce qui a lieu sur cette planète. Toute vie est liée à cela. Maintenant, quand vous dites intelligence, quand vous dites mental, je pense que vous désignez l'intelligence. Si vous parlez du processus de pensée, lui a lieu essentiellement dans les neurones de votre cerveau, ce qu'on sait. Mais si vous parlez du mental en tant qu'intelligence, il est simplement partout dans ce corps et partout dans l'existence.
La terre sur laquelle vous marchez est elle-même immensément intelligente. Avez-vous déjà planté un manguier et par erreur il a gaffé et produit une noix de coco? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Une telle chose n'a jamais eu lieu. Son voisin direct produit des noix de coco. Par erreur, a-t-il jamais produit une noix de coco? Une telle noix n'a jamais été produite par la nature, n'est-ce pas? Mais en employant votre intelligence logique, bien des fois vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc, vous devez comprendre cela. À la fois en termes d'intelligence et de mémoire, chaque cellule de votre corps contient bien plus que tout ce que contient votre cerveau. Une seule cellule dans votre corps, une molécule d'ADN porte tellement d'informations que tout votre cerveau ne suffit pas à la déchiffrer. C'est ça la quantité d'informations qu'elle porte. Ce qui s'est passé ces dernières millions d'années, elle s'en souvient. Et elle l'exprime encore, n'est-ce pas? Donc, l'intelligence n'est pas un endroit en particulier, pas même juste en vous, elle vous traverse de partout. La création tout entière n'est qu'intelligence. Dans les soins de santé modernes, quand on regarde, la façon dont on dispense les soins n'a pas fonctionné, car on traite le corps juste comme le corps. On voit maintenant toute cette reconnaissance que nous sommes plus que le corps physique, que notre mental, nos émotions et notre esprit ont un impact sur notre santé et notre bien-être. Et ces données scientifiques commencent à changer notre façon de voir les professions de santé. À l'heure actuelle, aux États-Unis, 75% de nos coûts de santé sont dus à des maladies chroniques évitables, dont beaucoup sont liées au stress. Vous savez, le stress et le burn-out ont été décrits comme la maladie de la civilisation. Je dois vous dire ceci. La première fois que j'ai atterri aux États-Unis, où que j'aille, les gens parlaient de gestion du stress. Je ne comprenais pas. Parce que dans mon entendement, on gère les choses qui nous sont précieuses, notre famille, nos biens, nos affaires. Pourquoi voudrait-on gérer le stress? Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que tout un tas de gens avaient conclu que le stress fait partie de leur vie. Le stress ne fait pas partie de votre vie, de votre travail ou quoi que ce soit d'autre. Le stress est juste votre incapacité à gérer votre propre corps, votre mental, vos émotions et vos énergies vitales. Vous ne savez pas comment tenir votre corps, votre mental et vos émotions, vous serez stressé. Stress veut dire que les dimensions intérieures de qui vous êtes sont en état de friction. Il y a suffisamment de friction dans le monde. Chaque jour, si on doit traverser ce monde, il y a tout un tas de défis et de frictions. Il y en a bien. Mais une fois que la friction a lieu au sein de cette machine, au sein de ce mécanisme, s'il y a friction, alors on est complètement amoindri, ça devient complètement débilitant, et c'est ce que la plupart des êtres humains vivent de nos jours. C'est comme essayer de faire fonctionner sa voiture sans y mettre de l'huile. En 10 minutes, tout est en état de stress. À l'intérieur, tout fait un bruit terrible. En ce moment, c'est ce que les gens traversent et ça cause tout un tas de maladies psychosomatiques dont les gens souffrent. Je dirais que 70% des maladies dont souffrent les êtres humains sont auto-créées. Environ 30% vous arrivent de l'extérieur, à cause d'autres organismes, d'infections et de diverses autres choses. Peut-être que certains d'entre eux sont, vous savez, par la Renaissance, les gens ont certaines tendances, mais au moins 70% sont auto-créés, ce qui peut être facilement inversé, si seulement on s'occupe de l'être humain individuel. Et je peux le prouver avec des centaines et des milliers de cas, qui sont sortis de la maladie sans traitement. Ils s'en sont sortis simplement grâce à une certaine qualité d'existence sans stress. Là maintenant, vous voyez, j'ai déjeuné et je suis en train de parler, et si je vérifie mon pouls, il est entre 55 et 60. Si j'étais à jeun et que je reste assis tranquillement pendant 5 minutes, il serait en dessous de 40.
Donc, il n'est pas question de stress dans celui-ci. Lorsqu'il n'y a pas de stress, la quantité d'entretien requise diminue considérablement. Maintenant, on a des études qui montrent ceci. Un simple processus méditatif de 15 minutes, et votre métabolisme va chuter jusqu'à 24% dans un état conscient. Il y a suffisamment d'études qui montrent que le mécanisme humain peut être amené à un mode de fonctionnement plus aisé, où il ne fonctionne pas en sur-régime. Pour l'instant, pour tout ce qu'ils ont à faire, ils doivent se booster comme ça pour le faire. Non, vous pouvez vous propulser tout en douceur. Vous pouvez vous propulser, quand je dis en douceur, pas forcément en restant derrière les autres, pas nécessairement à un niveau de performance inférieur. On peut faire fonctionner le mécanisme humain à différents niveaux. Si vous êtes dans un certain état de tranquillité en vous-même, là maintenant je suis fait comme ça, si je ferme les yeux, le monde disparaît pour moi, il n'existe même pas pour moi. Donc, la façon dont vous maintenez le système est importante. Maintenant nous en parlons, c'est la journée mondiale de la paix. Si la paix doit avoir lieu, l'être humain doit la connaître en lui-même. Quoi que nous voyons dans les sociétés humaines n'est qu'une manifestation de ce qui existe dans le mental des individus. Lorsque le mental des individus est dans une telle tourmente, comment apporter la paix au monde? Ce seront juste des discours vides de sens.